Histoire Prince Spined et Miss Blanche-Neige. Il y a très longtemps, avant l'arrivée des Romains dans ce pays et lorsque les fées régnaient dans la forêt, il y avait une jeune fille qui vivait sous un chêne. Quand elle était bébé, ils l'appelaient Bundelkyn. Elle avait 4 frères qui aimaient beaucoup leur sœur cadette et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour la rendre heureuse. Son gros-père était un célèbre chasseur. Lorsqu'il parcourait les bois, aucun ours, loup, auroch, chevreuil, cerf ou gros animal d'aucune espèce ne pouvait échapper à ses flèches, à sa lance ou à son piège. Il enseigna à ses fils à être habiles dans la chasse, mais aussi à être gentils avec les créatures muettes lorsqu'elles étaient capturées. Surtout lorsque la mère bête était tuée, on disait toujours aux garçons de s'occuper des petits et des chatons. Quant aux petits animaux, renards, lièvres, belettes, lapins et hermines, ils étaient si nombreux, que le père laissait le soin de les chasser aux garçons, qui faisaient beaucoup de sport. La maison sous le chêne était toujours bien fournie en viande et en fourrure. Les 4 frères amenèrent les petits animaux qu'ils avaient emmenés dans les bois pour faire des cadeaux à leur sœur. Il y avait donc toujours beaucoup d'animaux de compagnie, des oursons et des louveteaux, des chatons de chat sauvage et des bébés aurochs avec lesquels la fille pouvait jouer. Chaque jour, alors que les animaux étaient si jeunes qu'ils pouvaient être nourris au lait, elle aimait gambader avec les bébés à 4 pattes. Quand ils grandissaient, elle s'ébattait et jouait avec eux, comme si elle et eux étaient des membres égaux de la même famille. Le frère aîné surveillait attentivement afin que les petites brutes, à mesure qu'elles grandissaient, ne mordent pas ou ne griffent pas sa sœur, car il connaissait la nature féroce des créatures sauvages. Pourtant, la jeune fille avait un pouvoir merveilleux sur ces bêtes de la forêt, petites ou grandes. Elle n'avait pas très peur d'eux et les faisait souvent courir, en les regardant fixement dans les yeux. Alors que la jeune fille faisait des animaux un animal de compagnie, ses parents en faisaient un animal de compagnie. La mère préparait les peaux des loups et des ours jusqu'à ce qu'elles soient très douces, en gardant la fourrure, pour confectionner des tapis pour le sol et des manteaux d'hiver pour ses enfants. Les peaux des aurochs suffisaient à un usage plus grossier, mais à partir de ce qui avait été autrefois les vêtements du faon, de la belette, du lapin et de l'hermine, on confectionnait des vêtements suffisamment lisses pour s'adapter à la chair tendre d'un bébé. Les gens de la forêt enveloppaient leurs enfants dans des emmaillotages faits de ces peaux habillées. Après avoir nourri son chéri, une mère a accroché son bébé, bien couvert, à une branche d'arbre. Le berceau, qui était un sac en fourrure, était fait du même matériau et se balançait au gré du vent. Bundelkyn s'endormait généralement juste après avoir pris son petit déjeuner. Quand elle se réveilla en chantant, les écureuils jouaient tout autour d'elle. Elle a même appris à observer les araignées tisser leurs maisons de soie, sans avoir peur. Quand Bundelkyn grandissait, elle appelait toujours cette curieuse créature capable de fabriquer de la soie, Spined. Elle l'appelait en plaisantant son amant, en souvenir des jours de bébé. C'était drôle de voir à quel point la mère était adroite avec ses aiguilles fabriquées en os et son fil grossier fabriqué avec des intestins de cerf. Depuis sa propre enfance dans les bois, la mère de Bundelkyn était habituée à ce genre de couture. Maintenant, alors que sa fille était devenue, depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, une charmante jeune fille, belle de visage et forte de membres, son parent doux et altruiste était à la hauteur de nouvelles tâches. Au manteau de cuir souple, fabriqué à partir de peaux de faon, de fouine et de belette, elle ajouta des garnitures d'hermine blanche comme neige. Les bonnets et les mitaines,
Les capes pour le corps et les couvre-pieds étaient confectionnés pour s'adapter parfaitement. Des franges, ici et là, étaient placées dessus, jusqu'à ce que sa fille ressemble à une fille de roi. En été, les peaux d'oiseaux et leurs plumes la revêtaient de légèreté et de couleurs nombreuses et riches, tandis que les fleurs de la forêt ornaient ses cheveux. En hiver, dans ses robes blanches de la forêt, la jeune fille, à l'exception de son visage rose et de ses yeux pétillants, semblait être née de la neige ou être la fille du dieu des glaces du nord d'Ulrome. Et parce qu'elle était si adorable, ses parents ont changé le prénom de son bébé et l'ont appelée Dri-Fa, ce qui signifie Blanche-Neige. Pourtant, bien qu'aucune autre fille de Gueldre ne l'égale et qu'aucune, pas même les princesses, ne surpasse Blanche-Neige en beauté de visage, de forme ou de vêtements, la jeune fille n'était pas heureuse, même si de nombreux amants venaient la voir et lui proposaient de l'épouser. Certains, comme preuve de leur talent de chasseur, apportaient les plus belles fourrures que fournissait la forêt. D'autres ont montré leur force ou leur légèreté. Certains marchandaient avec les caboutés, ou fait des mines, pour leur apporter du minerai brillant ou des pierres précieuses qu'ils offraient à Blanche-Neige. D'autres encore allaient au loin chercher d'étranges merveilles, de l'ambre et de l'ambre gris, sur les bords des mers du Grand Nord pour lui plaire. Un brave garçon, qui avait été dans le Midi et qui était fier de ses voyages, lui raconta ce qu'il avait vu dans les grandes villes et lui offrit un collier de perles. Mais tout cela fut en vain. Tous les amants sont repartis tristes, car Blanche-Neige se lassait d'eux et renvoyait chacun chez lui, déçu. Enfin, parmi les amants, il en vint un à l'aspect étrange, nommé Spinède, ressemblant à une araignée, promettant un secret valant plus que des fourrures, de l'or, des pierres précieuses ou un collier. Mais la mère, voyant la vilaine créature, la chassa avec des paroles dures. Ainsi les mois et les années passèrent, jusqu'à ce que son père craigne de ne pas vivre assez longtemps pour voir sa fille épouse. Mais un jour, alors que tous les membres de la maison étaient absents, les feuilles du chêne bruissaient bruyamment. Il n'y avait pas de vent et Blanche-Neige, surprise, tendit l'oreille pour découvrir ce que cela pouvait signifier. Bientôt elle distingua ces mots. Quand l'araignée que tu appelles Spinède viendra te faire l'amour, écoute-la. C'est l'être le plus sage de toute la forêt. Il connaît l'avenir. Il te dira un secret. Je mourrai, mais ce qu'il vous enseigne, vous vivrez. Puis les feuilles du chêne cessèrent de bruire. Tout redevint calme et immobile. En se demandant ce que ce message pouvait signifier, la véritable araignée qu'elle avait nommée Spinède est tombée. Il s'abaissa d'une branche d'arbre, bien au-dessus, sur un fil de soie. La créature s'assit sur la bûche à côté de la jeune fille. Mais elle ne fut pas du tout surprise et ne cria pas ni ne s'enfuit. En effet, elle s'adressait à l'araignée comme à une vieille amie. Eh bien, camarade de jeu de mon enfance, qu'as-tu à me dire? Je suis venu t'offrir mon amour. Tu n'as pas encore besoin de m'épouser, mais si tu me laisses tisser une toile dans ta chambre, j'y vivrai et, peu à peu, je te récompenserai. Laisse-moi toujours être à tes yeux. Et vous ne le regretterez pas. À peine la jeune fille eut-elle accepté qu'une terrible tempête déracina le chêne et rasa les arbres de la forêt. Un instant plus tard, une nouvelle et très belle maison sortit de terre. C'était aussi noble à regarder qu'un palais. À proximité se trouvait un jardin, et un jour qu'elle s'y promenait, une fleur bleue en sortit, presque sous ses pieds. Choisissez la meilleure chambre pour vous-même, dit Spinède, puis montrez-moi mon coin. Après 100 jours, si vous me traitez avec gentillesse,
Je révélerai le secret de cette fleur bleue. Dri, Fa, la jeune fille, choisit la pièce la plus ensoleillée et donna à Spined le meilleur coin, près de la fenêtre et près du plafond. Il commença aussitôt à tisser une toile brillante pour sa propre maison. Elle se demandait pourquoi elle n'était pas capable de filer la soie avec sa tête, ni même avec ses doigts, comme son étrange amant. Mais le chêne avait promis que Spined lui révélerait un secret, et elle était curieuse de savoir de quoi il s'agissait. Comme toutes les filles, elle était pressée d'avoir le secret. Pour apaiser son impatience, Dri, Fa regardait, pendant que Spined s'affairait ainsi à faire sa demeure, avec des fils brillants qu'il filait, sans cesse. Elle était si occupée à le surveiller que la nuit tomba avant qu'elle ne s'aperçoive que sa chambre n'était pas meublée. Il n'y avait même pas de lit pour dormir. Spined la regarda attentivement puis parla d'une voix grave, comme celle d'un homme. « Ah, je sais. Tu veux un lit et de jolies choses pour ta chambre. » Un instant plus tard, des fourrures douces recouvraient le sol, et bientôt tout ce que Dri, Fa possédait dans la forêt pour son confort, elle l'avait désormais, et bien plus encore. Perdue d'émerveillement comme elle l'était, en quelques minutes elle s'endormit profondément. Elle rêva qu'elle portait une robe faite d'un étrange tissu nouveau et blanc, comme son peuple n'en avait jamais vu auparavant. Au lieu d'avoir une texture serrée, comme la peau d'un animal, c'était une œuvre ajourée, pleine de milliers de petits trous, mais fermement maintenus ensemble. C'était léger et vaporeux, comme une toile d'araignée argentée sur l'herbe d'été avant le lever du soleil, lorsqu'elle était nacrée de gouttes de rosée. Les 100 jours s'écoulaient rapidement et Spined et Blanche-Neige étaient rapidement devenus amis. Chacun vivait dans un monde différent, un monde dans le monde. Elle attendait le secret qu'il lui dirait. Elle résolut courageusement de ne pas être impatiente, mais laissa Spined parler en premier. Un jour, alors que l'automne était arrivé et qu'elle se sentait seule, elle se promena dans le jardin. Les vents froids soufflaient et les feuilles tombaient, jusqu'à recouvrir le sol comme un tapis jaune. L'un de lui tomba dans la main, comme s'il contenait des paroles de salutation amicale. Pourtant, même si elle attendait, aucun des millions d'entre eux ne lui apporta de message. Jamais elle n'avait entendu parler de ses parents et de ses frères. La fleur bleue était tombée depuis longtemps et il n'y avait rien à sa place à part une tige noire, dure et rugueuse. Puis elle se dit, y a-t-il quelque chose dans ce vilain bâton? Comment Spined va-t-il révéler son secret? Jamais elle n'avait été aussi abattue. De nouveau la tempête hurla. Tous les vents du ciel semblaient s'être déchaînés. De nombreux chênes robustes étaient prosternés. Les feuilles assombrirent l'air, de sorte que Blanche-Neige ne pouvait rien voir. Puis il y a eu un grand calme. La servante s'éclaircit la vue, et voilà. Là, à côté d'elle, se tenait un jeune homme, plus beau qu'aucun de ses frères, ou de ses amants, ou de n'importe quel homme qu'elle ait jamais vu. Il était vêtu de beaux vêtements blancs, d'une texture surpassant toute peau de faon ou d'animal de la forêt. Au lieu d'être du cuir, aussi doux soit-il, il semblait tissé d'une multitude de fils. Dans sa main, il tenait la tige noire de ce qui avait été la fleur bleue. « Je suis Spined, a-t-il déclaré. Les 100 jours sont terminés. Le charme est rompu et ma délivrance de l'enchantement est arrivée. Je vous apporte, comme cadeau, cette vilaine tige sur laquelle fleurit la fleur bleue. » Entre la surprise du changement de Spined d'une araignée en un beau jeune homme, et la déception face à un tel cadeau qui lui était offert, Blanche-Neige était stupide. Elle pouvait à peine reprendre son souffle. C'était tout, ouvrez-le, a déclaré Spined.
Fendant la tige d'un bout à l'autre, la jeune fille fut surprise de trouver à l'intérieur de nombreuses fibres longues et soyeuses, presque aussi fines que les brins d'une toile d'araignée. Elle les retira et ses yeux dansèrent de joie. Sémez la graine et laissez les fleurs bleues fleurir par millions, ont déclaré les jeunes. Ensuite, rassemblez les tiges et, à partir des fibres, tissez-les ensemble et faites ceci. Le bâton noir est un sceptre de richesse. Ensuite, séparant les brins délicats un par un, Spined les a tissés ensemble. Le résultat fut une riche robe, d'un tissu blanc comme neige, jamais vue dans la forêt. C'était du lin. Blanche-Neige frappa dans ses mains de joie. C'est pour ta robe de mariée, si tu veux m'épouser, a déclaré Spined. Les joues de Blanche-Neige rougirent, mais elle le regarda et ses yeux dirent, oui. Attendez, dit Spined. Je vais te faire un voile de mariée. Une fois de plus, ses doigts faisaient des merveilles. Il produisit des mètres d'étoffe vaporeuse et ajourée. Il l'a d'abord fait flotter dans les airs. Puis il le lui jeta par-dessus la tête. Cela descendait dans son dos et couvrait son visage rose. C'était de la dentelle. Heureux mariés, ils quittèrent la forêt et se rendirent dans le pays où les fleurs de lin bleu formaient un nouveau ciel sur la terre. Bientôt, sur la carte, les hommes lurent les noms de villes inconnues auparavant. À une époque où l'Europe ne comptait pas de telles masses de gens heureux, joyeux dans leur travail, Courtrai, Tournai, Ypres, Gand et Bruges racontaient ce que la fleur bleue du lin avait fait pour le pays. Plus que l'or, les pierres précieuses ou la richesse de la forêt ou des mines, c'était le cadeau de Spined à Blanche-Neige, pour la création de Belgique-Land. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.